Premièrement, donc, nous avons les bases militaires. Et deuxième point, c'est le franc CFA. Donc, ce sont deux points qui suscitent beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhension et souvent certaines dissensions. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre la France et l'Afrique. Et plus précisément, il sera question de la relation entre la France et ses ex-colonies. Lorsqu'on parle des relations nord-sud, il y a notamment trois éléments principaux. Il y a trois éléments autour desquels s'articulent les relations nord-sud. Le premier axe, donc, c'est l'aide publique au développement, c'est-à-dire que les pays du Nord, notamment les pays développés, votent un certain nombre de fonds, un certain nombre de financements alloués donc au développement des pays qui sont en voie de développement. Deuxième axe, cette fois-ci, c'est le commerce. Et donc, il y a le commerce qui se fait entre le Nord et le Sud. Et troisième point, c'est ce qu'on appelle les IDE, notamment les investissements directs étrangers. Là, donc, ce sont des entreprises qui investissent. Et si on considère particulièrement le cas de la relation entre la France et les pays francophones en Afrique, il y a deux éléments principaux qui s'ajoutent à ces trois éléments que nous venons de citer. Donc, deux éléments qui peuvent constituer des pierres d'achoppement et on verra que dans l'actualité, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhensions et souvent même des dissensions autour de ces deux points. Premièrement, donc, nous avons les bases militaires. Et deuxième point, c'est le franc CFA. Le franc CFA, la monnaie utilisée donc dans ces pays. Et donc, ce sont deux points qui suscitent beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhensions et souvent certaines dissensions. J'ai réuni ici un certain nombre de ressources qui vont nous aider à mieux comprendre justement l'incompréhension entre la France et ses ex-colonies, nous aider à comprendre le bilan de la coopération entre la France et ses pays et surtout mettre en lumière les pierres d'achoppement, mettre en lumière les points sur lesquels il y a des désaccords, pouvoir expliquer ces désaccords de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre quelle est l'origine de ces incompréhensions qu'on a souvent qualifiées de sentiments anti-français. Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France, une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique, depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours. On le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. Et il y a un deuxième élément. C'est le sentiment du côté des sociétés africaines d'un éloignement de la France et à partir de là une coagulation de l'ensemble des couches sociales contre la France. Les plus défavorisés ne voient pas leur sort s'améliorer, les classes moyennes sont très soucieuses de souveraineté et donc condamnent les attitudes de la France et les classes dirigeantes se servent de la France comme bouc émissaire. Tout cela avec une jeunesse connectée. Pourquoi c'est la faute de la France tout ça ? Parce que, d'abord, les promesses ou les attentes n'ont pas été satisfaites. Depuis 2013, la lutte contre le terrorisme n'a pas permis de redonner la pleine stabilité, même si le président Macron a eu raison de rappeler qu'en partie cette stabilité avait été maintenue. Mais néanmoins, l'amélioration de ces sociétés ne s'est pas fait sentir du côté des populations. Il y a un dernier élément que je veux mentionner dans les reproches ou dans les évolutions qui pèsent sur ce regard vers la France, c'est la mondialisation de l'Afrique. Le fait que l'Afrique aujourd'hui est mondialisée, il y a une ruée vers l'Afrique, et la position de la France évidemment est aujourd'hui beaucoup plus relative. Et le choix que nous avons fait d'avoir comme point d'entrée politique depuis 10 ans, le militaire, les interventions militaires, a considérablement aggravé les choses. Et c'est pour ça que je peux vous dire quand même aujourd'hui, tout ce qui se passe
aujourd'hui était prévisible dès 2013. La France s'est mise dans une situation où il n'y avait pas d'issue. Et nous n'avons pas cessé de nous embourber alors même que nous avons perdu contact avec une grande partie du Sud. Et c'est ça le paradoxe. C'est que non seulement aujourd'hui nous nous voyons évincés d'Afrique, mais nous perdons contact avec le Sud qui devient un élément dominant du jeu mondial. Nous avons choisi de nous occidentaliser depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2007. Nous n'avons pas poursuivi dans la voie qu'avait initié Jacques Chirac, ou continué Jacques Chirac, de liens extrêmement forts avec le Sud dans le cadre d'une politique arabe, d'une politique africaine, d'une politique vis-à-vis de l'Amérique latine, d'une politique généreuse en matière de taxes financières. Tout ceci s'est arrêté par à la fois le retour dans l'OTAN et la France, au moment où les autres pays occidentaux se rendaient compte que la politique d'intervention militaire était une erreur, eh bien nous avons continué. Nous avons continué en Libye, nous avons continué au Mali sans comprendre que cette politique d'intervention militaire était perçue par le Sud comme parfaitement illégitime et condamnable. Parce qu'il nous le demandait, Dominique de Villepin, oui, parce que le gouvernement malien nous le demandait pour lutter contre les terroristes. C'est une chose de faire ce que nous avons toujours fait en Afrique, une intervention ponctuelle et quelques mois plus tard de s'en aller. Autre chose de s'installer pour 10 ans sans évidemment avoir les résultats escomptés. Vous partagez la base de l'Afrique du futur, de nos relations avec l'Afrique du futur. C'est la notion de partenariat, c'est ça, c'est d'égal à égal, et on s'entend sur c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui permet de se retrouver, et on accueille l'autre d'égal à égal. Ça, c'est important. Dans les attitudes, c'est important, et d'ailleurs, nos partenaires africains nous ont reproché à plusieurs reprises, notamment à nos présidents français, de ne pas avoir cette attitude d'égal à égal. Bien sûr, Nicolas Sarkozy, avec son discours à Dakar catastrophique sur l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, mais on fait les mêmes reproches au président Macron. Lorsque à Ouagadougou en 2017, il fait une blague totalement déplacée sur le président, très mauvaise, de très mauvais goût, et la dernière au Congo aussi, avec le président Tshisekedi. En 7 ans de rébellion, on est incapable de régler une rébellion. C'est une guerre, alors que c'est une guerre qui est pire que la guerre qui se passe en Ukraine ou la guerre qui se passe en Israël. Hein. Tout à fait. La guerre du Congo, c'est une guerre qui a coûté plus de morts, largement plus de morts. Largement plus de morts que les autres. On n'en parle pas. Notre président parle d'une rébellion qui n'est pas contrôlée par l'État. Et en plus, au-delà du désaccord que nous pourrions avoir avec le président Tshisekedi, vous êtes invité chez le président Tshisekedi. Mais oui. La courtoisie diplomatique quand même vous invite à ne pas exposer. Pas. Mais non. Donc c'est ça, c'est qu'on peut avoir des désaccords, mais il y a des façons de les exprimer, et surtout pas en public. Et puis il y a eu toute cette... Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Donc je pense que abandonner cette position de surplomb, le double standard en matière de politique étrangère et d'exigence sur les droits de l'homme et la démocratie, ça aussi c'est à abandonner. Développement, quand on aura compris qu'on n'est pas en charge du développement des autres, on est en charge de la promotion de nos valeurs, de nos intérêts, et on construit des partenariats dans ce cadre-là, on va enfin pouvoir reconstruire quelque chose avec l'Afrique. Mais malheureusement, je ne trouve pas que ça évolue dans le bon sens. Et puis, ce que je disais précédemment, c'est que le fait qu'on ait de moins en moins d'échanges humains avec le continent africain fait que ce lien se perd. Parce que pour que le lien se crée, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aiment l'autre. Qui aiment l'autre. Et d'ailleurs, vous aviez des coopérants qui se mariaient avec des Africains et des Africaines, et vice-versa. Vous avez des étudiants africains qui fondent une famille en France. C'est ça la relation entre deux espaces géographiques. C'est aussi ça. Et aujourd'hui, côté français, quand on entend tout le discours mortifère au niveau politique sur le grand remplacement, il y a des réalités objectives de migratoires. Il va falloir que nous gérions ce défi-là sur les 20 ans à venir. Et c'est pas en nous repliant et en faisant peur à tout le monde qu'on va y arriver. Et c'est plutôt en créant du lien avec nos conditions, mais en créant du lien. L'ambition, c'est de créer du lien. C'est vraiment ça. Le premier sujet, c'est la raison de la perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous nous sommes aussi enfermés dans le rôle de gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Nous avons aussi démoli tout ce qui fonctionnait bien dans notre relation. Nous avons diminué par 10 le nombre de nos coopérants. Il y a moins d'écoles françaises. L'aide publique au développement ne touche plus assez directement les populations.
Nos 2 derniers présidents ont annoncé la fin de la politique africaine de la France et ce message a été très mal perçu par nos partenaires. Je pense que c'était une erreur. Ils ont d'ailleurs été rattrapés par les crises qui se succèdent en Afrique francophone, avec le risque vu par de nombreux experts que le prochain califat islamiste n'émerge au milieu du Sahel. Notre perte d'influence est aussi liée à la compétition stratégique. Pendant longtemps, l'Afrique a été dédaignée par les grandes puissances, à part pour des visées politiques pendant la guerre froide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le continent attire de nouveaux compétiteurs stratégiques qui ont des méthodes parfois très agressives. Sur le plan économique, avec l'attitude prédatrice de la Chine, sur le plan culturel et religieux avec la Turquie, et sur le plan sécuritaire avec la Russie qui utilise les méthodes les plus déplorables pour arriver à ses fins en manipulant les populations. Elle se sert aussi des mercenaires du groupe Wagner, entité qui est bien plus structurée qu'on ne le pense, comme nous l'ont rappelé les journalistes Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova. Ce sont des femmes très courageuses que nous avons eu la chance d'entendre. Enfin, notre perte d'influence est aussi liée aux tensions actuelles dans les pays africains. Nous sommes devenus les boucs émissaires des juntes qui légitiment leur pouvoir sur la haine de la France. Ils vont jusqu'à dire que nous soutiendrions les djihadistes. Je trouve cela honteux en pensant à nos militaires morts au Sahel, justement pour lutter contre les terroristes. Il y a aussi d'autres sujets de tension récurrents dont je vais parler rapidement. D'abord le franc CFA, qui nourrit absolument tous les fantasmes. Au moins sur ce point, la France est claire. Les pays africains ont totalement la main. C'est à eux d'achever sa réforme et d'en sortir s'ils le veulent. Autre sujet de tension, je pense que mon collègue Bruno en parlera, la question des visas. Il ne faut pas la confondre avec l'immigration irrégulière. Et je rappelle mon attachement total à la maîtrise des flux, mais nous en parlerons dans quelques jours. Des pays performants en matière d'immigration ont une politique de visa assumée et efficace. C'est aujourd'hui ce qui manque à la France, comme le dit le rapport Hermelin. Il faut avoir une politique enfin lisible, notamment pour ceux dont les visas sont renouvelés depuis des années et qui du jour au lendemain se heurtent à un mur. Nous avons des exemples d'entrepreneurs ou d'étudiants qui ont fait toute leur scolarité dans notre réseau et qui veulent venir en France finir leurs études. Ils pourraient être nos meilleurs ambassadeurs et nous leur fermons la porte. Aujourd'hui, disons-le clairement, notre pays perd des opportunités faute d'une doctrine claire. J'en appelle d'ailleurs à limiter l'externalisation du traitement des visas et y consacrer plus de moyens dans nos représentations parce qu'il faut reprendre la main. Mais je pense qu'il y a tout d'abord eu une prétention, une ambition beaucoup trop grande à éradiquer le terrorisme qui a été cru en réalité par les populations. C'est-à-dire que lorsque la France disait « nous allons éliminer, nous allons neutraliser les terroristes, les faire disparaître », il n'y avait aucun doute dans les opinions publiques quant à sa capacité à le faire. Or, l'on a très bien vu au cours des 20 dernières années que les partenaires internationaux n'ont pas réussi, quel que soit le théâtre, à venir à bout de ce type de conflictualité contre lequel ils n'ont pas su mobiliser de nouveaux instruments. Donc, ce crédit qui avait été accordé à la France a d'abord donné lieu à du scepticisme et de manière croissante à de la colère face à une présence qu'on a jugée inutile et qui, deuxième élément, s'est accompagnée, selon les opinions publiques africaines, d'une très grande arrogance, d'une sorte de paternalisme assez méprisant face aux dirigeants ou aux opinions publiques locales. On a aussi assisté, et c'est important de le dire, à un éloignement de la France avec ses autres partenaires internationaux. On en voit l'illustration aujourd'hui au Niger. Le président de la République, d'ailleurs, l'a mentionné, en s'étonnant des prises de position des Européens ou des Américains qu'il visait explicitement dans son propos. Et la façon dont la crise a été gérée en ne tenant pas compte des divergences d'analyse stratégique, notamment avec les États sahéliens, explique aussi
l'échec que l'on a pu voir à l'œuvre en dépit des dénégations que l'on continue à entendre aujourd'hui. Par exemple, lorsque la France, à travers la voix du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, s'est opposé au Premier ministre malien pour mettre son veto contre toute négociation avec les groupes terroristes, cela a été extrêmement mal perçu et a démontré aussi qu'il y avait d'autres options que celles qui étaient promues par la France. Il y a eu aussi des erreurs face à d'autres dynamiques politiques dans la zone, par exemple une dynamique qui va revenir sur le devant de l'actualité, à savoir celle du conflit entre Bamako et les indépendantistes du nord du Mali. La façon dont la France s'est plutôt appuyée sur des partenaires Touareg, des groupes armés Touareg, a été aussi vécue comme une trahison, par exemple, par l'opinion publique malienne. Restez jusqu'à la fin parce que le top 3 de la liste, ce sont des livres qu'il faut absolument lire. Je voudrais à travers cette vidéo vous partager une quinzaine de livres sur les dynamiques africaines. Dans la littérature, il y a plusieurs auteurs, bien sûr, qui ont parlé de l'Afrique, qui ont essayé donc de dresser un portrait de l'Afrique, de parler des perspectives de l'Afrique, de revenir sur les dynamiques et le réel africain. Et je me propose dans cette vidéo de vous partager 15 livres que vous devez lire pour pouvoir maîtriser et comprendre justement les dynamiques et les défis africains. Alors, premier livre sur la liste, donc, c'est La dette odieuse de l'Afrique de Léonce Ndikumana et James Boyce. En gros, c'est un livre qui analyse les flux financiers qui entrent et qui sortent de l'Afrique. Et ce livre fait un focus particulièrement sur l'endettement et la fuite des capitaux qui ont saigné l'Afrique. Le deuxième livre, c'est Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire de Edem Kodjo. Il s'agit d'un livre qui fait le bilan de l'Afrique après 60 ans d'indépendance. Le troisième livre est tout aussi intéressant. Il s'agit donc de L'enchevêtrement des crises au Sahel de l'auteur franco-nigérien Olivier de Sardan. Il s'agit d'un livre qui explique la condition actuelle donc des pays du Sahel, notamment à travers la superposition de plusieurs crises, en commençant donc par la crise agro-pastorale jusqu'à la crise des élites, en passant par la crise de l'emploi. Le quatrième livre est une œuvre du professeur sénégalais Cheikh Anta Diop qui est très connu. Il s'agit de Fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est un grand classique que tout le monde doit lire. En gros, dans ce livre, Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, décrit le processus d'industrialisation de l'Afrique. C'est en réalité une feuille de route pour montrer comment est-ce qu'on peut industrialiser l'Afrique. Le cinquième livre est intitulé L'éducation en Afrique de Abdou Moumouni Diofo. En réalité, il s'agit d'un livre où il revient sur le système éducatif africain dans la période précoloniale, dans la période coloniale, mais également il fait des propositions pour justement réformer de façon efficace ce système éducatif. Le sixième livre est celui de Christian Comelio. Le titre c'est Recherche sur le développement, leçons du passé et défis de l'avenir. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle l'auteur critique le concept de développement tel qu'il nous a été parachuté et aussi l'auteur insiste sur la primauté des choix politiques vis-à-vis des choix technico-économiques. Le septième livre est intitulé 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, une œuvre signée donc Damien Millet et Éric Toussaint. Il s'agit d'une œuvre qui parle du rôle des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Et également à travers cette œuvre, on comprend l'impact des politiques justement de ces institutions financières internationales sur la trajectoire de l'Afrique. Le huitième livre ici est celui de Joseph Kizerbo et le titre c'est Repères pour l'Afrique. Dans Repères pour l'Afrique, le professeur Joseph Kizerbo aborde 4 thématiques majeures: l'historicité africaine, l'identité africaine, l'éducation et dernièrement le développement endogène et l'unité. En 9e position, nous avons donc Sortir de la grande nuit de l'auteur Achille Mbembe.
C'est un livre dans lequel Achille Mbembe parle des dynamiques de l'Afrique décolonisée. En 10e position, je vous propose une œuvre collective qui a été écrite sous la direction de Ndongo Samba Sylla et le titre c'est « Pour une autre Afrique, éléments de réflexion pour sortir de l'impasse ». Il s'agit d'une œuvre qui parle justement de comment l'Afrique doit rompre avec les pratiques néocoloniales pour inventer sa propre voie. En 11e position, nous avons un livre de la Malienne Aminata Dramane Traoré. Le titre c'est « L'Afrique humiliée ». L'Afrique humiliée est une œuvre dans laquelle Aminata Dramane Traoré nous invite à nous réapproprier nos destins, notamment à travers nos langues, nos repères, nos cultures et nos valeurs. En 12e position, nous avons une œuvre collective écrite sous la direction de Felwine Sarr et Achille Mbembe. Le titre c'est « Écrire l'Afrique monde ». C'est une œuvre dans laquelle les auteurs nous invitent donc à réfléchir, à anticiper donc et à créer des chemins nouveaux à la mesure des défis de notre temps. Là maintenant, nous arrivons aux 3 derniers livres de la liste, c'est le top 3. Et donc dans ce top 3, nous avons le professeur Joseph Kizerbo avec le livre « À quand l'Afrique ». « À quand l'Afrique », c'est un livre, en réalité c'est un entretien entre le professeur Joseph Kizerbo et René Hollenstein. Et dans ce livre, donc, le professeur Joseph Kizerbo dresse le portrait de l'Afrique au temps de la mondialisation. Dans le top 2 de la liste, nous avons Afrotopia du Sénégalais Felwine Sarr. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle l'auteur déconstruit et critique le modèle de développement tel qu'il nous a été imposé ou parachuté. Et au lieu donc de ce modèle, Felwine Sarr appelle justement à un projet de civilisation qui place l'homme au cœur des préoccupations en créant une harmonie, un équilibre entre l'économique, le culturel et le spirituel. Vient en première position le livre de José do Nascimento et le titre c'est « Les chemins de la modernité ». Les chemins de la modernité, c'est l'une des œuvres les plus complètes que j'ai jamais eu à lire sur l'Afrique. Je vous recommande vivement ce livre, il faut absolument le lire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est notamment une œuvre qui est très riche où l'auteur parle des dynamiques africaines, il détaille les dynamiques africaines et surtout il invite donc à la création des conditions matérielles et immatérielles pour moderniser l'Afrique. Donner une configuration moderne aux sociétés africaines, c'est le cœur même du sujet et je vous invite à lire ce livre. Donc voici 15 livres qui vont vous aider à connaître, à comprendre et à maîtriser les dynamiques africaines, les enjeux africains et les défis du continent dans ce 21e siècle. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je vous remercie d'avance.